Si je vous dis tueur en série et que je vous demande de citer un pays, vous pensez à quoi? Allez-y, n'ayez pas peur. États-Unis, sûrement. France, peut-être? Alors oui, ce sont de très bonnes réponses, mais ce n'est pas là où je vous emmène aujourd'hui. Nous allons nous rendre en Russie pour découvrir l'histoire d'un tueur en série qui signait ses meurtres d'une façon particulière, disons. Entre 2004 et 2007, il a fait 7 victimes reconnues, peut-être plus, et n'a jamais été attrapé. On l'appelle le maniaque de Danilovski. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. Le 4 février 2004, Marina Ostrovskaya, une étudiante de 17 ans, quitte sa maison de Tcherepovets. Située à environ 500 km au nord de Moscou, c'est une ville industrielle avec de nombreuses aciéries, dont l'une des plus grandes du pays d'ailleurs. En ce début d'après-midi, Marina a rendez-vous avec les parents de son petit ami. Il est militaire et quand il est en mission à l'étranger, ses parents reçoivent ses lettres qu'il donne ensuite à Marina. Vers 14 heures, parce qu'elle est en retard ou simplement pour changer, on ne sait pas, la jeune fille prend un raccourci en traversant un terrain vague de la rue Danilovski. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. Le soir, les parents de Marina, ne la voyant pas rentrer, alertent la police, qui démarre rapidement les recherches. Ce que les autorités ignorent à ce moment-là, c'est qu'ils viennent de partir sur les traces d'un des tueurs en série les plus étranges de la Russie. Six mois plus tard, en août, un corps est découvert dans un terrain vague, à environ 3 km de celui où a disparu Marina. Mais ce n'est pas elle. La victime s'appelle Irina Popova, une étudiante de 19 ans. L'autopsie révèle très vite qu'elle a été violée et étranglée. D'ailleurs, fait très étrange, le tueur n'a même pas cherché à cacher le corps. À ce stade, évidemment, impossible de relier les deux affaires, puisqu'officiellement, je le rappelle, Marina est portée disparue. On n'a donc pour l'instant qu'une seule victime. Malheureusement, il ne faudra pas longtemps pour passer à deux. Un mois à peine après la découverte du corps d'Irina, la police se retrouve avec un nouveau cadavre sur les bras. Le 5 septembre 2004, c'est au tour de Tatiana Baeva, 22 ans, d'être retrouvée sur le terrain derrière l'école d'art de Tcherepovets. Sa disparition avait été signalée quelques jours avant, alors qu'elle n'était pas rentrée d'une soirée en boîte de nuit. Et tout comme Irina, elle a été violée et étranglée. Vous commencez à voir ce qui se dessine dans la tête des enquêteurs, n'est-ce pas? Même type de victime, de jeunes étudiantes, même mode opératoire, viol et étranglement, même façon d'abandonner les corps sans chercher à les dissimuler. Normalement, ça fait tilt. Eh bien non, pas encore. Il faut attendre la quatrième victime. Le 8 décembre, dans un terrain vague près d'une base militaire de la ville, le corps de Tatiana Maximova, 17 ans, est découvert. Oui, vous l'avez deviné, elle a été violée et étranglée, elle aussi. Cependant, deux détails sautent immédiatement aux yeux des enquêteurs. Le premier, c'est que le cadavre a été recouvert de branches, de feuilles et de neige pour être moins facile à trouver. Le deuxième, c'est un objet que retrouve la police à environ 800 mètres du corps. Un câble en métal relié par deux bâtons. Il est immédiatement envoyé au labo et l'ADN qu'on en retire est formel. C'est l'arme qui a servi à étrangler Tatiana Maximova. Bon là, il faut que je m'arrête 2 secondes pour que vous compreniez bien à quel point c'est très important pour la suite de l'enquête. Récupérer l'arme du crime près de la victime, ça veut dire qu'elle a sûrement été tuée à l'endroit ou tout près de là où son corps a été trouvé. Corps qui, je le rappelle, était dissimulé. C'est totalement différent des deux meurtres précédents, puisque là les jeunes femmes ont été enlevées, tuées, puis abandonnées à un autre endroit. Vous comprenez où je veux en venir? Est-ce qu'on a affaire à deux meurtriers différents? Ou est-ce le même tueur qui a fait évoluer son mode opératoire? Bon,
Pas la peine de vous triturer les méninges, les enquêteurs ont fait leur choix. À partir de maintenant, ils considèrent les 3 meurtres et la disparition de Marina Ostrovskaya en février 2004 comme l'œuvre d'une seule et même personne. Ça y est, on cherche enfin un tueur en série. Après ça, eh bien, plus rien. Plus rien pendant 6 mois. L'enquête est au point mort et aucune nouvelle victime n'est à déplorer. C'est assez courant ça, chez les tueurs en série. Après plusieurs meurtres, ils disparaissent complètement de la circulation plus ou moins longtemps. Pardonnez-moi l'expression, mais ils décompressent, en quelque sorte. Il faut attendre le 26 juin 2005 pour que tout s'accélère. Ludmila Miroshnichenko, 31 ans, quitte sa maison de Tcherepovets. Elle a rendez-vous à 13 h avec un ami à quoi même pas 2 kilomètres. Donc elle part à pied, elle arrivera vite. Et pourtant... mais qu'est-ce qu'elle fait, Ludmila? Elle est pas en retard d'habitude. Puis même, elle me préviendrait. Bon, je vais encore essayer de l'appeler. Ludmila ne répond pas, et les heures passent. L'ami ne perd pas trop de temps et prévient la police qui met immédiatement la disparition de la jeune femme sur le compte du tueur recherché. On en est à 3 cadavres et 2 disparus. Maintenant accrochez-vous, la suite est digne d'un film d'horreur. 3 semaines après la disparition de Ludmila, le 14 juillet 2005, Svetlana Stepanova, 19 ans, marche vers la rivière Chexna, aux abords de Tcherepovets, avec sa sœur et une amie. Elles savent bien qu'il y a un tueur en série en liberté, mais bon, il fait beau, il fait chaud, on est en pleine journée, qu'est-ce qui peut leur arriver? Ah mince, mais là c'est son défait. Allez-y, partez devant les filles, j'en ai pour une minute, je vous rattrape. Ok Sveta. La sœur et l'amie de Svetlana continuent leur chemin, quand à peine 1 minute plus tard, elles l'entendent crier. Elles font demi-tour en courant. Regarde là, c'est le sac et le maillot de bain de Sveta. Mais elle est où? Et en tournant la tête vers le bord du chemin, elle voit un homme en train de traîner Svetlana dans les buissons. Alors elle hurle. L'homme, pris de panique, sort un couteau et égorge la jeune femme avant de s'enfuir en courant. Il saute une barrière, traverse la cour d'un centre éducatif voisin et disparaît. Les policiers arrivent très vite sur les lieux. Ils constatent qu'en plus d'avoir été égorgés, les vêtements de Svetlana ont été déchirés. Dans la tête des enquêteurs, malgré l'usage d'un couteau, il ne fait aucun doute que c'est le même homme qui opère depuis février 2004. Bon les gars, on ratisse la zone et on emmène les 2 jeunes filles au poste pour leur déposition. Cette fois-ci, quelqu'un l'a vu ce fumier. Pour le portrait robot, désolé de ruiner vos espoirs, mais les filles sont tellement choquées par ce qu'elles ont vu qu'elles sont incapables de décrire le tueur. Côté fouille en revanche, c'est beaucoup plus intéressant. Près de la dernière scène de crime, on trouve plusieurs bâtiments abandonnés plus ou moins démolis. Ce n'est pas inhabituel à Tcherepovets. À la suite de plusieurs embrouilles juridiques, pas mal de chantiers ont dû être laissés tels quels. Justement, les policiers viennent de tomber sur les restes du département des affaires internes. Alors, il n'y a plus rien au-dessus du sol. Par contre, il reste le parking souterrain où les ouvriers garaient leurs véhicules. Et t'as vu sur les murs là? C'est pas des graffitis ça? Attends, fais voir. Ouais, t'as raison, c'est des dessins porno, on dirait. En effet, dessinés à la craie noire sur les murs, on distingue clairement des silhouettes d'hommes et de femmes dans diverses positions sexuelles. Bon, vous devez penser, comme les policiers, ce sont des jeunes qui voulaient faire les malins, c'est tout. Pas si sûr. Gardez ça dans un coin de votre tête, on y reviendra. Mais pour l'instant, on dirait que les enquêteurs ont trouvé quelque chose. Il y a une odeur là, non? Ça vient du coin là-bas, là, avec tous les pneus empilés. Ils enlèvent un à un les pneus qui semblent recouvrir une fosse en béton, quand soudain... Oh putain! Les gars, venez voir! Dans la fosse, il y a 2 cadavres de femmes, celui de Ludmila Miroshnichenko, disparue le mois dernier, et tenez-vous bien, celui de Marina Ostrovskaya, la première victime, celle qui a disparu en février 2004. Elle était là. Et évidemment, il les a violées, puis étranglées. Ça fait 6 victimes du même homme qu'on appelle désormais le maniaque de Danilovski, du nom de la rue près de laquelle ont été trouvés 3 des 6 cadavres. Mais quand est-ce qu'ils vont l'arrêter? Pour la police, ce n'est plus qu'une question de temps. Ils ont pu trouver un ADN dans le repère du tueur, alors c'est bon. Un taré comme lui, il a forcément un casier. On passe l'ADN au fichier, on attend qu'il sorte un nom et terminé. Aucune correspondance.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on récupère l'ADN d'un maximum de gens et on compare. D'abord des habitants de la rue Danilovski, et très vite, on élargit le périmètre. Au total, 14 000 habitants de Tcherepovets vont être examinés. Et au final, rien, pas même une nouvelle piste. Circulez, merci de retourner à la case départ. Le maniaque de Danilovski, lui, disparaît pendant 2 ans. Sa future victime s'appelle Natalia Zakalova. Elle a 17 ans. Le 11 juin 2007, elle marche vers la rivière Chexna pour rejoindre ses parents. Vous vous souvenez, c'est là où se rendait Svetlana, la dernière victime. Natalia appelle sa mère pour lui dire qu'elle arrive très vite, elle est tout près. Les minutes passent et elle n'est toujours pas là. Encore plus inquiétant, quand les parents appellent leur fille, ils tombent directement sur le répondeur. Pourtant, la batterie n'a pas pu lâcher en si peu de temps. Alors ils appellent la police. Entendu, on arrive de suite. Bon les gars, je crois que le tueur a repris du service. Une semaine plus tard, le 19 juin, le corps de Natalia est retrouvé dans un parc de la ville, à 4 km de la rivière. Violé, puis étranglé, comme les autres. Quand les policiers retracent les derniers instants de la jeune femme, ce qu'ils découvrent est hallucinant. Lorsque Natalia a été enlevée, elle était à moins de 20 mètres de ses parents. Moins de 20 mètres. Et personne n'a rien vu. Si, enfin. Plusieurs témoins racontent avoir vu un homme louche dans la zone. Il aurait entre 30 et 50 ans, la peau blanche, plutôt petit et assez costaud. Ses cheveux sont marron coupés courts, avec quelques trous sur le cuir chevelu et des zones grisonnantes. Mais ce qui a le plus marqué les témoins, ce sont les yeux de l'homme, qu'ils décrivent comme vitreux. D'ailleurs, ça lui vaut un nouveau surnom dans la presse, qu'on peut traduire par le tueur aux yeux ternes. La presse qui évidemment publie en masse le portrait robot du suspect. Une récompense d'1 million de roubles, environ 12 500 €, est offerte pour tout renseignement susceptible de mener au tueur. Autant vous dire que le standard du commissariat explose. Mais aucun témoignage n'est concluant. Enfin, on en retient un quand même. Un professeur d'un centre éducatif a surpris un homme en train de dessiner sur les murs du bâtiment des silhouettes d'hommes et de femmes dans des positions sexuelles. Ah, je vois des sourcils qui se lèvent. Vous vous en rappelez? Les dessins qu'on a retrouvés dans le repère du tueur, le parking souterrain. On compare les deux, et c'est le même. C'est le même homme qui a dessiné dans le parking souterrain et sur le mur du centre éducatif à côté de là où Svetlana Stepanova a été égorgée. C'est ça la signature du maniaque de Danilovski. Il fait des dessins porno là où il tue ses victimes. Un malade. Un grand malade. Ah oui, j'oubliais. Inutile de vous dire que le type s'est enfui et qu'on ne l'a jamais retrouvé. Par contre, si c'était lui, il a dû avoir très peur. Parce que c'est la dernière fois que le tueur fait parler de lui. Depuis 2007, plus aucune victime ne lui a été attribuée. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. En juillet 2008, un habitant de Tcherepovets s'est arrêté alors qu'il traînait de force 2 jeunes filles dans les buissons. Mais son ADN n'est pas celui qu'on a retrouvé dans le parking souterrain. 1 an plus tard, un homme qui ressemble très fortement au portrait robot est arrêté. En plus, il n'est pas inconnu de la police puisqu'il a tué son ex-petite amie. Mais là encore, l'ADN l'innocente. Enfin, en novembre 2011, Svetlana Filiuk, étudiante de 19 ans, disparaît après une dispute avec son petit ami. On retrouve son corps à l'été 2012 dans un trou derrière un bâtiment vide de Tcherepovets. Il a été recouvert de branches, de feuilles et de terre. Malheureusement, le corps est en très mauvais état et on ne peut pas affirmer que c'est une victime du maniaque. Plus récemment, en décembre 2022, la police russe a publié 2 nouveaux portraits robots plus modernes et surtout la photo d'un homme qu'elle pense être le tueur. On le voit d'assez loin, les cheveux blancs, en jean, avec une veste beige, les mains dans les poches. Il est debout près de la mer, ou en tout cas près d'une étendue d'eau. Il porte des lunettes et tourne la tête vers la droite pour regarder l'objectif. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est seulement encore en vie? Est-ce qu'il n'est pas en prison pour autre chose? Et comment se fait-il qu'il n'a jamais été retrouvé malgré l'ADN et la comparaison avec 14 000 personnes? Est-ce que l'ADN est le bon? Est-ce que le tueur a 2 ADN différents? Ça existe, hein? Ça s'appelle le chimérisme. C'est très très rare, mais ça existe.
Pour l'instant, et même si c'est extrêmement frustrant, toutes ces questions n'ont pas de réponse. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ele Sahar. N'hésitez pas à le commenter et à le partager autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.